Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de You Bet Her présenté by your girl Miss Dupré-Latour. Et aujourd'hui, j'ai une invitée de marque. Elle est une icône à Montréal, elle est une icône dans le monde de la drague. Et actuellement, elle fait énormément jaser d'elle. Donc, j'ai nommé nul autre que la belle et talentueuse Barbada. Bonjour tout le monde! Comment vas-tu, Barbada? Ça va très bien, Miss Dupré. Je suis très content d'être là. Merci d'avoir été là. Ça me fait hyper méga plaisir. Puis, tu es juste comme stunning. Thank you. Bon, on va commencer par le commencement. Je veux que les gens connaissent qui est Barbada. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Parle-nous depuis le début qui est Barbada. Parfait. Avant de devenir Barbada. Oh mon Dieu. Bon, alors, écoute, on a dessus 6 heures devant nous. Alors, Barbada, en fait, moi, je suis né à Beauport, en banlieue de Québec. OK. D'une mère blanche. J'ai jamais connu mon père. Je sais qu'il est noir, mais je l'ai jamais connu. Et je sais qu'il vient de la Barbade. OK. Donc, Barbada. Sinon, ma mère, elle est québécoise. Donc, moi, évidemment, moi, je me considère 100% québécois parce que, je veux dire, j'ai pas de lien avec la famille de mon père ni avec mon père. J'ai vécu à Québec jeune, mais j'ai déménagé à Montréal sur la rive sud de Montréal quand j'étais tout petit. Alors, j'ai vécu toute ma jeunesse à Montréal ou sur la rive sud de Montréal. J'ai grandi là. Mon Dieu, j'ai fait partie En fait, j'avais une jeunesse un peu particulière. Bon, étant quelqu'un d'assez particulier aussi, déjà avant de naître ou en naissant d'être d'une mère monoparentale, blanche, tu sais, un jeune garçon noir à Québec. C'était quand même déjà quelque chose d'assez différent. Et quand j'ai grandi, c'est ça, mon primaire, c'était particulier au primaire parce que j'avais une école, ma mère m'envoyait à une école qui était loin de chez nous parce que l'école juste à côté de chez nous n'avait pas de possibilité de service de garde et tout ça, c'était compliqué avec les horaires. Donc, j'allais dans une école privée qui, plus j'avançais dans mon cheminement au primaire, plus l'école diminuait et rapetissait. Parce qu'il y avait des problèmes d'inscription, je ne sais pas, des problèmes administratifs que j'ai jamais trop compris parce que j'étais tout petit, évidemment. Donc, en première année, deuxième année, troisième année, puis en quatrième année, écoute, en quatrième année, ça a vraiment réduit. L'école a changé de lieu. On était 8 dans ma classe de quatrième année, 8 élèves dans ma classe de quatrième année avec Mme Pinsonneau. J'en souviens encore. Donc, tu sais, c'était vraiment spécial. Puis c'était une école, tu sais, sur l'île de Montréal, en fait. Au début, c'était à La Salle, ensuite, ça s'est déménagé à La Chine, mais bref, c'était une école, c'était pas genre dans un rang à Saint-Lin, là. C'était vraiment... Alors, 8 personnes et 8 élèves dans ma classe de quatrième année. Et quand je suis arrivé en cinquième année, encore une fois, des problèmes et tout ça, l'école a déménagé dans un appartement. On était 12 élèves dans l'école au complet. L'école, c'était vraiment un appartement. Le salon était transformé en chambre avec des pupitres. Pas en chambre, en salle de classe, excuse-moi, avec des pupitres. Et la chambre était transformée aussi en salle de classe avec des pupitres. Puis le matin, les élèves de première, deuxième, troisième année faisaient du français et tout ça avec toutes les autres matières avec la directrice. Et les 4, 5, 6 faisaient des mathématiques dans la chambre, dans l'autre salle de classe. Et l'après-midi, on faisait un switch. Alors voilà, ça a été vraiment... Déjà, c'était quand même particulier. Je me souviens encore la photo de l'école au complet, pas juste de ma classe, mais de l'école au complet, dans les marches qui mènent à l'appartement. C'était particulier. Parfait. Mais ça m'a permis d'avancer très vite. Et donc, j'ai sauté ma 6e année. Puis je suis arrivé au secondaire, donc un an plus jeune que tout le monde à 11 ans. Je venais d'avoir 11 ans quand je suis arrivé au secondaire. Ce qui fait que ça n'a pas été nécessairement une période facile au secondaire parce que j'étais un an plus jeune que tout le monde. Donc, j'avais vraiment clairement une grosse cible dans le dos. J'arrivais je l'ai dit, une petite école de 12 personnes à une grosse école secondaire de plusieurs milliers d'élèves. Alors, on était ailleurs. J'avais des intérêts aussi très différents des jeunes de mon âge. Je me souviens, comme activité parascolaire, j'avais fait le cours de tricot puis de couture. On s'entend que j'étais le seul garçon à faire ça.
Et c'est ça. Puis comme je te dis, ben, un an plus jeune, toute la durée de mon secondaire. Alors j'avais clairement parfois une cible dans le dos. Puis c'était un an, c'est pas une grosse différence quand tu es un adulte. Là, Mhm. 38, 39 ans, t'as pas. Mais entre 11 ans et 12 ans, il s'en passe des choses là, dans une vie. Puis à Je suis 11 ans, t'es pas d'accord. la même chose qu'à 12 ans. Et à 12 ans, définitivement la même chose qu'à 13 ans, et ainsi de suite. Alors, étant au minimum un an plus jeune que tous les élèves dans Ah. mon niveau, cette espèce. Donc, si j'ai bien compris, tu es né à Beauport, à Québec, Oui. mais tu n'as pas grandi là-bas. Vous Non. avez déménagé sur C'est Montréal. ça. Par contre, je Parfait. retournais souvent à Québec quand j'étais tout petit parce que ma grand-mère habitait là-bas et je passais souvent les étés avec ma grand-mère à Québec. Puis j'ai encore de la famille d'ailleurs à Québec, alors je connais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de représentation, il y avait beaucoup de personnes noires dans ton école? Comment est-ce que tu as vécu cela? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu te sentais comme spécial? Que tu te sentais comme... Moi, j'ai jamais senti que j'étais différent à cause de ma. Ça a été au cégep que, tu sais, j'avais 16 ans là, au cégep. Et la première année, j'allais à un cégep très multiculturel, assez multiculturel là, à Saint-Laurent. Et il y a une de mes amies qui m'a dit: Ah, moi, je suis tellement content de venir dans un cégep super multiculturel avec plein de différentes personnes qui viennent de différentes cultures comme toi. Puis elle m'a pointé moi. Je fais: Hein? Moi? Puis là, on dirait que ça m'a comme saisi de dire: Ben voyons, je fais pas partie de ça. Je veux dire, je suis né, j'ai ma mère. Tu sais, j'ai jamais réalisé que ça a été à ce moment-là. Ben, pas nécessairement à ce moment-là, mais c'était vraiment là que j'ai comme pris une prise de conscience de dire: OK, simplement à cause de ma couleur de peau, pour les autres, ils considèrent que je fais partie d'une culture différente ou d'une. Bon, etc. Mais en réalité, tu sais, moi, je veux dire. Comme je te dis, j'ai aucune personne, aucune représentation noire. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose. Tu sais, j'ai jamais fait des démarches pour retrouver mon père. J'ai jamais fait des démarches pour savoir c'était qui non plus. J'ai jamais ressenti le besoin de ça parce que ma mère a comblé, était là pour moi. Elle comblait tous mes besoins. Puis, elle était vraiment une mère qui était plus qu'exceptionnelle. Alors, je sais pas. Je peux pas dire, je peux pas vraiment répondre à ta question comment je me suis senti parce que pour moi, c'était pas un issue. OK. Je pense que la différence venait plus du fait que j'avais des intérêts différents des autres de mon âge, tu sais, par les activités que j'aimais faire. Tu sais, j'avais fait de secondaire 3, j'avais fait les cours d'origami. Là. Tu sais, il n'y a pas grand gars qui... D'origami, c'est D'origami. C'est quand le pliage de papier. Tu sais, tu fais comme toutes sortes de formes avec... il y avait un cours, Oh pas my un God, cours, wow. mais une activité parascolaire. C'était origami, puis pliage de papier. Moi, je trouvais ça super beau. On faisait des boîtes, on faisait des signes, là, tu sais, des pans, en tout cas, qui ont les ailes qui bougent quand tu tires la queue. C'est magnifique. Des petites grenouilles, tout ça, d'affaires de même. Je les ai gardées longtemps, d'ailleurs, mais là, à un moment donné, j'ai fait, là, ça suffit, il faut grandir, faut évoluer. Faut évoluer. Let's become, on va Parfait. devenir des Et adultes. puis, comment ça s'est passé, genre, comme la réalisation du fait de savoir que tu es un garçon gay? Comment ça s'est fait? Quelle a été comme la procédure? Comment est-ce que ta maman, elle t'a soutenu? Est-ce que tu as fait ton coming out, comme on dit maintenant? Comment ça s'est passé, genre, comme cette étape où tu te découvrais et tu t'assumais en tant que personne gay? Bien, ça a quand même été rapide dans le sens où, ben, tu sais, jeune, je pense que tout le monde le savait, puis moi-même, probablement que je le savais aussi. Puis quand j'ai fait mon coming out à ma mère à 17 ans, là, j'étais à ma deuxième année de cégep. Puis déjà, arrivé au cégep, là, clairement, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient dans le même entourage que moi, dans le même vibe que moi, tu comprends? Parce que, bon, quand tu es au secondaire, tout le monde est mélangé ensemble, mais quand tu arrives au cégep, déjà, tu es avec des gens qui ont des intérêts plus similaires aux tiens. Tu sais. Puis on s'entend que moi, j'ai étudié en musique et en sciences humaines, donc déjà, c'est habituellement un domaine où il y a déjà un peu plus d'homosexuels, puis de toute façon, de gays, puis tout ça, de toute façon, déjà à cet âge-là, les gens s'affirment un peu plus. Fait que, bon, moi, ça m'a permis vraiment de rencontrer plus des gens avec qui je m'identifiais un peu plus. Donc, quand j'ai fait mon coming out à 17 ans à ma mère, parce que j'avais rencontré un gars que je pensais bien aimer, ça a duré une semaine. Yep, une grosse semaine, mais bref, j'étais en amour par-dessus la tête. Mais je n'étais pas en amour par-dessus la tête, mais en tout cas, whatever. J'ai fait mon coming out à ma mère parce que j'avais rencontré quelqu'un, puis elle m'a dit, mais tu sais, je sais. Puis je lui ai dit, je sais que tu sais. Puis, mais je voulais juste comme officialiser le Mettre tout, les mots tu sais. dessus. Exactement. Amazing. Puis, par la suite,
tu étais au Mado et tu as commencé ta carrière en Ouais. dansant pour de drag queen. Exact. Puis, qu'est-ce qui a fait ce revirement où tu te dis, OK, je suis danseur, je veux vraiment comme... C'est quoi qui t'a poussé? Quelles sont les raisons comme... et pourquoi même la danse? Ouais. Pourquoi danser avec les drag queens? C'était quoi la raison de ton introduction au niveau de l'art de drag? Ouais. Moi, j'ai toujours adoré être sur scène. D'accord? J'ai toujours aimé ça, être sur scène, monter des spectacles, faire des spectacles. J'ai toujours, tu sais, je me souviens de mon oncle, il habitait à Rimouski, puis chez eux, la façon que c'était configuré chez eux, les chambres, il y avait comme un grand escalier qui donnait vers le salon. Alors moi, c'était genre la scène. C'était tu sais, tout était parfait pour que je monte mon spectacle de Noël avec mes cousines. J'étais tout petit, évidemment, là, avec mes cousines là-dessus. Fait que on s'entend que depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé ça, être sur scène. J'ai toujours aimé ça, performer. J'ai toujours aimé l'art aussi. Bon, j'ai fait des camps de musique aussi quand j'étais tout petit, justement à Beauport. Quand je te disais que je passais du temps avec ma grand-mère l'été, bien, si j'allais faire des camps de musique. Alors, tu sais, tout l'aspect artistique, tout l'aspect du spectacle, ça m'a toujours suivi toute ma jeunesse et tout le temps. Et donc, quand j'ai commencé à danser avec des dragues, parce que quelqu'un me l'a demandé, parce qu'une drague m'a approché dans un bar et m'a dit j'aimerais ça que tu danses avec. Mais là, c'était comme une continuation, une continuité de ce que je faisais déjà, dans le sens où mon intérêt était déjà d'être sur une scène, que ce soit à jouer de la musique, moi je veux la flûte traversière, ou que ce soit à danser, etc. Et après 2 ans et demi, ben là, c'est là que l'opportunité s'est présentée de faire un concours au Caparamado. FX? Et comment? Non, est-ce que c'est FX? Parce Non. que j'ai lu que tu avais gagné un concours qui Oui, s'appelait... ça c'est plus tard. C'est plus Ça, tard? beaucoup plus OK. tard. Non, ça c'était le concours Star Search au cabaret, qui OK. était un concours qui... Il y avait comme 2 volets au concours. Il y avait des chanteurs et des chanteuses, puis il y avait des drags. OK. Donc, beaucoup des drag queens à l'époque. Il y avait peu de drag kings, effectivement. Mais... Donc, il y avait comme deux volets au concours. Puis, j'ai participé une première fois. J'ai pas gagné parce que c'était merdique ce que j'ai fait. Mais ça a quand même donné un résultat qui était quand même intéressant. Et de fil en aiguille, ben, j'ai continué. En fait, je me suis fait approcher par une drague qui s'appelle Dream, Fur Dream, qui est décédée il y a quelques années, il y a 1 an et demi à peu près. Et malheureusement, ben pas malheureusement, après ça, j'ai continué. Elle m'a vu, elle a vu ce que j'avais à faire, puis ce que j'avais offert sur scène, puis elle a aimé ça. Donc, de un booking par mois, ben, ça a continué ça a évolué à un booking par semaine, puis ainsi de suite, et à devenir de plus en plus gros, de plus en plus important, mais ça restait quand même un passe-temps à l'époque. Okay. On parle de 2005, puis éventuellement 2006. C'était quand même toujours un passe-temps. C'était pas nécessairement quelque chose que je voyais comme une carrière qui allait durer longtemps. En 2005, la fin 2005, j'ai refait une autre édition du concours, encore au Cabaret-Mado, le même concours, mais là, cette fois-là, j'ai gagné. Donc, je me suis rendu jusqu'en finale, puis j'ai gagné. Et ça a continué à évoluer, mais c'est ça, de façon, tu sais, comme par plateau, là, si on veut. Il y a, telle affaire qui arrive, puis etc. Puis là, il y a autre chose. Puis moi, j'ai toujours dit oui à ce qu'on me proposait. J'étais le genre de personne qui disait oui à tout. Alors, quand Dream m'a approché pour me dire, veux-tu faire, je t'ai vu, veux-tu faire, j'ai dit, pas de problème, je l'essaie. Éventuellement, il y a d'autres personnes qui m'ont offert d'autres opportunités, puis je disais oui tout le temps. Tu sais, c'est pas compliqué, là, 99% du temps, quand on me propose, encore aujourd'hui, quand on me propose quelque chose, je dis oui. Tu sais. La seule chose qui me limite dans ça, c'est le temps que j'ai, parce que là, l'horaire est tellement chargé que souvent, c'est le temps qui me limite, puis je dis, mais je suis désolé, je peux juste, je sais pas où je ferais ça, à moins qu'on le fasse entre minuit et 3 heures du matin, genre. Super. Puis par la suite, tu as fait, je pense que c'est l'émission dont je viens de parler, le concours qui t'a un peu plus propulsé sur la scène drag. Oui, je pense que oui, effectivement. Ben, en 2017, j'avais plein de projets aussi dans toutes ces années-là. En 2011, Mado m'a proposé le DJ aussi au Cabaret Mado. Parce qu'il y avait un des DJ des soirées du dimanche qui quittait. Donc, elle savait que moi, j'avais un intérêt pour ça. Puis, elle me l'a proposé, j'ai dit oui. Et de fil en aiguille, ben, je me suis perfectionné dans le DJ aussi pour devenir, je veux dire, un DJ plus professionnel, à faire des contrats DJ, à faire des événements, des corpos, des soirées DJ au Unity, dans des clubs ou des choses comme ça, DJ pour le Cirque du Soleil, pour les parties du Cirque du Soleil, etc., etc. Et de fil en aiguille, c'est ça. Donc là, on saute des années, mais 2017, là, j'ai commencé à faire
je me suis inscrit au concours MX Fierté Canada parce que en 2017, cette année-là, c'était Canada Pride à Montréal, la Fierté Canada à Montréal. Et pour les 375e, le 375e de Montréal aussi. Oh, wow. Et voilà, donc je me suis inscrit à ce concours-là que Rita animait. C'était un concours pan-canadien, il y avait plusieurs différentes finales, plusieurs concours à travers le Canada et les finalistes de chacun des endroits se retrouvaient à Montréal pour la grande finale à Montréal. Et moi, ben, c'est ça, j'ai participé à la grande finale à Montréal et j'ai gagné. Et tu as gagné, félicitations. Exact. On s'est rencontrés à Québec. Oui. C'était en 2019, je pense. Ah, là, je ne peux pas savoir l'année, Ouais. mais je pense que oui. C'était en 2019 et je venais juste d'arriver. Ah oui, OK. Oui, puis je connaissais pas du tout le monde de la drague. OK. Genre, comme ma première drague que j'ai vue, c'est Adriana. Ah oui, OK. Genre, je connaissais même pas c'était qui RuPaul. Ah, mon Dieu, OK. Genre, OK. comme moi, je suis venue comme je connaissais rien de ce qui était la communauté trans, la communauté drague, la communauté gay. Puis je me suis éduquée, ouais, puis j'ai appris. Puis la fois où on s'est rencontrés, c'était ma première scène. Première fois que tu montais sur scène. Pas la première Non. fois, mais genre comme il y avait les mercredis qui se faisaient les mercredis first time pour les dragues Ah, OK, oui, qui oui. n'avaient jamais C'est performé ça. et tout. Puis je suis venue ici à Montréal m'acheter mes premiers talons. Oh my Puis God. genre comme puis je suis venue à Québec puis j'ai fait comme deux fois ce concours-là. OK. On a fait l'école drague, Les Drag Words Ouais. et tout. Puis je disais, j'en parlais avec Emma, puis elle m'a déjà vu, puis je lui disais comme, je pense que ça devait être quelque chose dans le temps où Barbada a commencé de la drague, d'être la seule personne noire qui Ben, fait la drague. Il y en avait d'autres quand même Oui, aussi. c'est ce là. qu'elle m'a Oui, dit. il y en avait d'autres. Sheena Hershey, entre autres, qui était vraiment une drague, une performeuse incroyable aussi, qui était malheureusement, lui aussi qui est décédé jeune. Là. Mais c'est ça, il faisait de la drague dans les premières années où j'étais là. La première année, effectivement, il y avait Georgia, qui était une autre drague noire aussi, qui était avec moi dans le concours aussi, mais qui, elle, a arrêté quand même relativement tôt là, d'en faire après seulement quelques années ou même... En tout cas, ouais. Et bref, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Oui, il y en avait peu, Ouais. c'est vrai qu'il y en avait très peu. On a monté un show, mon Dieu, c'est en quelle année? C'est à Québec, pendant la fête Arc-en-Ciel à Québec. Je pense que c'était en 2014-2013, qui s'appelait Black Divas. Oh! Puis, dans le fond, j'ai choisi comme les 3 Black Divas que je connaissais, c'est-à-dire moi, Océane, qui Oui. elle aussi fait du show à Québec depuis aussi longtemps que moi, et Manny. Manny qui est comme mixte un peu aussi. Mani, est-ce que c'est Mani qui est ici à De Montréal? Montréal, ouais. Oui. Mais c'est ça, elle est comme mixte un peu. Tu sais, elle fait comme du Whitney, tout ça aussi. Mais je pense qu'elle a, je sais pas 100% son background aussi, mais je pense qu'elle a un mix là aussi, asiatique, noir un peu, je pense. Mais je dis ça sous toute réserve. Bref, c'était comme les seuls 3 dragues noires que je connaissais. Puis on avait Mélissa Bédard qui a fait le show avec nous aussi, qui était Oh, that's so extraordinaire. cute. Et en passant, est-ce que tu peux éventuellement faire des lookalikes de Mélissa Bédard? Ce serait exceptionnel. Est-ce que tu sais que le nombre de fois Ben que oui. les gens me le Te disent, disent. oh, t'es à la télé, il y a une personne carrément qui m'a ajouté sur les réseaux sociaux, En pensant que c'est qui toi? m'a parlé, qui croyait que j'étais vraiment Mélissa Bédard. Puis elle me disait, oh, tu sais, j'aime bien ce que tu fais à la télé. J'étais genre comme, oh non, wrong person. Mais oui, Mais ce serait oui. vraiment le fun. Mais écoute, si elle a besoin d'un double dans un film ou dans une émission ou whatever, il faut que ce soit toi. Là. Je te jure, même des gens parfait. comme des femmes, oh, tu connais Mélissa Bédard? J'étais genre comme, oui, parce que je lui ressemble, c'est ça. Ah, ça, c'est quand même ridicule que les gens pensent que parce que tu lui ressembles, tu la connais. Franchement. C'est ça. C'est comme genre, comme à chaque fois qu'on me dit, ah, est-ce que tu es haïtienne? Non, c'est pas parce que je suis noire. Pas tous les noirs qui sont des haïtiens, excuse-moi. Oh là 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 En là, tout oui. cas. Les Noirs qui parlent français, automatiquement, les gens se disent, c'est Haïti. L'Haïti, c'est ça, Ouais, parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir comme beaucoup d'autres cultures Ouais, c'est noires vrai. à Montréal. Je pense vrai. qu'il y a beaucoup plus d'Haïtiens ici, ce qui est compréhensible. Sinon, par la suite, l'heure de compte. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je pense que tu l'as commencé bien avant.
Ben, ça a commencé en fait, bon, l'heure du conte, la première fois qu'on l'a officiellement fait, c'était en 2016. OK. C'était pendant le festival Fierté, Festival de Fierté Montréal, qui était à l'époque au Parc Émilie-Gamelin, avant que ça déménage l'année d'après pour Canada Pride au Parc des Faubourgs. Et bref, c'est un de mes amis qui était bibliothécaire et qui avait vu passer ça, des vidéos de ça qui se faisait aux États-Unis, qui m'a dit « on devrait essayer ça ». Il savait que j'étais prof de musique parce que, bon, j'ai oublié de le mentionner aussi dans mon pedigree, mon CV, mais oui, depuis 2005, j'enseigne la musique aussi. Moi, j'ai étudié en musique. Je l'ai dit, j'ai étudié à Saint-Laurent, puis ensuite, je suis allé à l'UQAM en enseignement de la musique. Donc, j'ai un baccalauréat en enseignement de la musique. Puis, j'ai aussi commencé à enseigner en 2005, à faire des suppléances et tout ça, puis à continuer à enseigner tout ce temps-là aussi pendant que je faisais la drague, puis aussi pendant que je faisais que je terminais mes études. Et donc, c'est ça. Bref, mon Dieu, où j'allais avec ça? L'heure de compte. L'heure du compte, il savait que j'étais prof et tout. Donc, il m'a dit, on devrait essayer ça. On a proposé à Fierté Montréal de faire un petit kiosque d'heures du compte pendant la Fierté. Pendant la journée, il y a une journée pour les enfants, pour les familles à Fierté Montréal. Ou du moins, à l'époque, il l'avait. Je ne sais pas s'il l'a encore dans la programmation depuis ce temps-là, mais à l'époque, il y en avait une. Puis, il y avait des jeux gonflables, il y avait des spectacles de drague adaptés pour les tout-petits. Puis, il y avait un kiosque avec l'heure du compte, qui était évidemment pas aussi populaire qu'elle l'est aujourd'hui. On n'était pas à ce niveau-là. Il y avait quelques enfants qui sont venus pendant la journée. On s'assoyait, on lisait des contes. Moi, j'avais acheté des livres usagés qu'on leur donnait. Ils pouvaient choisir parmi la liste. Ils pouvaient choisir dans le bac de livres. Ils partaient avec un livre. Et on a rencontré quelques jeunes comme ça. Et mon ami David Michael, qui était bibliothécaire, je l'ai dit, a fait des représentations auprès de bibliothèques. Et en 2017, pour la première fois en octobre 2017, la Grande Bibliothèque a fait l'heure du compte, a organisé l'heure du compte. Et voilà, de fil en aiguille, là, ça s'est fait. D'année en année. Je te disais au tout début là, que moi, je dis oui à ce qu'on me propose. C'est exactement ça. Tu vois, c'est lui qui m'a approché et il fait « Ah, on devrait essayer ça. » Oui, je l'ai fait. Ensuite, lui a fait des démarches. La Grande Bibliothèque m'a approché. « OK, on l'essaie, on le fait. Go. » Tu sais, 90 95 des choses que j'ai faites dans ma carrière, c'était des choses qui m'ont été proposées, auxquelles j'ai dit « Ah oui, OK, je l'essaye. Go, j'y vais. Je le fais. » Je te dis, puis dans toutes les sphères de ma vie. Là. La seule chose que j'ai peut-être réellement choisi de faire, c'est de faire de la musique. Puis encore, ça aussi, ça s'est décidé parce qu'on me l'a proposé quand j'étais dans les cadets, de dire « Ah, tu devrais t'inscrire dans la musique. » Puis, les gens m'ont proposé de jouer de la flûte. Moi, j'ai commencé de la flûte. Et ça s'est juste... C'est ça. Tout dans ma vie est des choses qu'on m'a proposées. Puis moi, je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup et qui est capable de vraiment bien s'adapter à différentes situations. Et j'ai fait « OK, je l'essaye, j'y vais. » Puis 95 du temps, ça fonctionne super bien. Ça marche très bien parce que j'y mets l'énergie qu'il faut, j'y mets le temps qu'il faut. Puis, voilà, de fil en aiguille. Je pense que c'est un message très important aussi qu'on peut adresser aux personnes. Le fait de sortir de sa zone de confort, le fait aussi d'oser essayer des choses. Absolument. Exactement. Puis je trouve que c'est vraiment important. Puis regarde, toi, aujourd'hui, tu animes Call Me Mother, qui est une émission de drague. Qu'on m'a proposé aussi, à nouveau. Oh my God, Sophia, ce que j'ai vu passer récemment. Yes! Et en plus de cela, tu avais une autre émission. Mon émission jeunesse, évidemment, sur Tout.tv. Exactement. Puis aussi, j'ai vu que tu as réalisé un documentaire. Oui. Garçon le jour. Il de jour, elle de nuit. Exactement. Mais ça, je ne l'ai pas réalisé, là, mais je faisais partie du documentaire avec d'autres dragues comme Rita, Tracy Trash, puis 3 nouvelles dragues, Lady Punana, Lady Boom Boom, puis Gabrielle. Donc, ça, c'était en 2016 qu'on a filmé le documentaire qui est sorti en 2017. Donc, 2017 était une très grosse année. Là. Je gagnais le concours MX Fierté. Wow. C'était la Canada Pride. Ça sortait aussi Il de jour, elle de nuit. Donc là, c'était rendu comme, OK, un autre step, un autre level. Là. Ouais. She's coming! Yep, c'est un autre level, absolument. Mais cette année-là, ça a été gros. Ouais. Amazing. Puis, je voulais aussi que... Qu'est-ce que tu as à dire d'un jeune gay noir qui veut faire de la drague, qui voit Barbada sur les télés, qui se disent comme
qui a une référence puis qui se dit que je veux arriver là où elle est arrivée actuellement. C'est quoi les conseils? C'est quoi tu en as parlé tantôt, c'est vraiment comme tu disais tout, tu risquais, Oui, tu je faisais disais oui. oui. Mais est-ce que tu as d'autres astuces pour moi, pour les personnes qui nous regardent, pour Ben, les jeunes? C'est sûr que, tu sais, il y a, il y a une seule place où le succès vient avant le travail, puis c'est dans le dictionnaire. C'est le seul endroit. Alors, travail, oui, puis tu sais, ça a l'air facile quand on le présente comme ça. Puis la seule raison pour laquelle ça a l'air facile, c'est, je pense, parce qu'on est bonne à le faire. Tu sais. Mais les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, tout le temps que ça nécessite. Le maquillage, il ne devient pas beau comme ça. Là. C'est des années et des années de pratique dans mon cas. C'est des gens à qui j'ai fait comme, écoute, j'ai besoin d'aide. Peux-tu me dire qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis aide-moi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis surtout dans un métier comme ça, il faut que tu sois. Il y a beaucoup d'autodiscipline à avoir. Parce qu'il n'y a personne qui va nécessairement. Quand on te propose des choses, c'est parce qu'on voit quelque chose, on voit un potentiel, mais après ça, maintenant, c'est dans ton camp à toi. Il faut que tu rendes. Parce que sinon, on ne te proposera plus rien après. Si ça ne marche pas à toutes les fois, on ne te proposera plus. Tu sais. Alors, il y a énormément d'autodiscipline à avoir dans un métier comme ça. Tu es travailleur autonome, puis je veux dire, en même temps, il faut aussi... Moi, j'ai été très chanceux là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont proposées, parce que les gens m'ont vu dans ces affaires-là, mais aussi parce que les gens... parce que je disais oui. Fait que, tu sais, quand tu dis oui, les gens fassent comme... Les gens, après, ils s'en parlent, puis ils font appel Barbada va dire oui, tu sais. Puis, ben, je disais oui, puis je disais oui. Mais c'est vrai. Puis je disais oui, puis ça m'amenait à des... Il y a des places où ça m'a amené où j'étais comme, mais qu'est-ce que je calisse ici, tu sais. Je veux dire, on s'entend, il y a des places... J'ai fait des shows où je fais comme, mais why? Why am I here? Pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce que... Mais on le sait jamais. La première heure du compte que j'ai faite en 2000, la deuxième, mettons, la première officielle dans une bibliothèque en 2017, OK, à la grande bibliothèque, tu sais, j'aurais pu dire, hey, écoute, je l'ai essayé pendant la fierté, tout ça, puis il n'y avait pas beaucoup d'enfants, là, je te dis. Là, il y a des fois, on se tournait les pouces parce que les enfants étaient... Écoute, tu as des jeux gonflables à côté, tu as des stands à popcorn puis à barbe à papa, tout ça, c'est la grosse affaire. Penses-tu que les jeunes vont venir s'asseoir, lire des contes? On n'était pas super populaire, là, on va se le dire. Mais j'aurais très bien pu dire, tu sais quoi, je l'ai fait, ça n'a pas pogné, puis merci, bonsoir, puis dire non à l'heure du compte à la grande bibliothèque ou dire trouvez-vous quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit oui. Et dans cette heure du compte-là, il y avait, parmi les gens qui étaient, les parents qui avaient amené leurs jeunes, un certain Marc-André Grondin, qui est un acteur, un comédien québécois, qui m'a écrit quelques semaines après, qui a dit, écoute, je t'ai vu à l'heure du compte, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, il y a vraiment quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, lui a travaillé de son côté pour amener ça, faire grandir ça, et ça a donné l'émission Jeunesse sur tout.tv. La première, et pour l'instant la seule, émission jeunesse animée par une drag queen. Je veux dire, c'est bon. Mais si j'avais dit non à l'heure du compte en 2017, en octobre, ça ne serait pas fait. Probablement. Peut-être que ça serait jamais arrivé. Félicitations pour cela parce qu'il faut savoir que tu es devenu, à cause de l'heure du compte, tu es devenu une icône. Puis je trouve que c'est tellement important que tu apportes cette fraîcheur, que tu apportes que tu apportes comme... Parce que je trouve que moi, malheureusement, j'ai pas eu de personne que je m'identifiais. Puis en tant que personne gay, noire aussi, qui te met sur le spotlight et qui participe à l'éducation des jeux pour inciter à la... Comment est-ce que je peux trouver le... Ben, l'inclusion, la diversité, l'ouverture d'esprit, la tolérance et tout le tralala. Oui, Puis, comme on dit, après chaque victoire, genre comme il y a toujours de la négativité qui s'en viennent, d'où genre comme tout le traquenard qui a eu lieu récemment. Récemment, c'est ça. Il y avait une marche carrément le 2 avril contre Barbada du fait que tu lis les contes pour les enfants. Qu'est-ce que tu penses qui est la vraie raison? Parce que je pense que ce que je disais, je sais qu'ils savent que leurs enfants ne risquent absolument rien avec toi. Genre comme tu es assise, tu lis des contes, tu fais absolument rien de mal. Moi, je disais que je pense que ça cache
plus Oui, oui. que juste Je leur suis d'accord. En fait, tu sais, si réellement ça avait été un problème, là, penses-tu que je l'aurais fait pendant 6 ans de temps? Penses-tu que toutes ces fois-là, il n'y a pas quelqu'un à quelque part qui aurait levé un flag puis dire non, 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 ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, un parent qui serait venu qui aurait dit mais c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens, qui aurait parlé, qui aurait appelé la grande bibliothèque, qui aurait appelé les bibliothèques où je suis allé, qui aurait appelé les écoles primaires où je suis allé pour dire j'ai assisté, là, non, non, ça ne marche pas. Jamais. C'est jamais arrivé en 6 ans de temps. Ce qui se passe en ce moment, c'est un contexte beaucoup plus large où on a les effets de 2 choses. Les effets de 3 choses, je devrais dire. Les effets, premièrement, des réseaux sociaux. D'accord? Bon, c'est pas nouveau, les réseaux sociaux, mais c'était écrit dans le ciel qu'on s'en allait vers ça. Les réseaux sociaux, là, ça donne. Dans un monde où il y a des gens qui, normalement, ont des super pouvoirs, puis d'autres qui n'ont pas de super pouvoirs, ceux qui ont des super pouvoirs, ben, ils ont des super pouvoirs parce que d'autres n'en ont pas. Mais quand tout le monde a des super pouvoirs, plus personne n'a de super pouvoir. Je veux dire, si tout le monde vole, est capable de voler, c'est plus un super pouvoir. Tout le monde. Marcher, c'est pas un super pouvoir parce que tout le monde le fait. Ouais, du moins, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, quand les réseaux sociaux sont arrivés, moi, dans ma tête, c'était écrit dans le ciel que à donner à tout le monde la possibilité d'avoir autant de visibilité et de reach que les gens qui ont réellement quelque chose, ont réellement soit des études, des recherches, quelque chose, une professionnalisation, une expertise dans certains domaines. De la pratique. Oui, exactement, mais à donner la même visibilité à tout le monde, ben plus personne n'a. Fait que les gens qui ont une expertise dans, je sais pas, en environnement, par exemple, les gens qui ont une expertise en plein de domaines, etc., ou les gens, par exemple, comme moi, qui font des comptes et qui font une activité très nichée ou mais qui savent qu'ils la font depuis plusieurs années et qui ont, je veux dire, une expertise là-dedans. Puis je rappelle aussi que je suis quand même prof de musique aussi, tout ça. Fait que les gens qui ont une expertise là-dedans qui ont maintenant la même notoriété, la même visibilité que les gens qui ont aucune idée de quoi ils parlent. Oui. Les gens qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent, les gens qui ont une opinion, puis c'est correct d'en avoir une, mais maintenant peuvent émettre leur opinion et avoir autant de views, autant de reach que des gens qui sont réellement là à dire « You, moi, je le sais de quoi je parle. Là. J'ai des études, là-dedans, j'ai de l'expérience là-dedans, etc., etc. » Alors ça, c'est la première chose. D'accord. La deuxième chose, c'est l'effet de la pandémie où là, justement, les gens se sont arrêtés à juste les réseaux sociaux. Alors, ils sont revenus à ça. Il n'y avait plus le contact. Alors, ils se sont fiés uniquement à ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux. Et même si on dit qu'une image vaut 1000 mots, des fois, ça ne veut pas dire les bons mots. Ça ne veut pas être les bons mots, d'accord? Ce n'est pas les bons 1000 mots. Et les gens, maintenant, étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, étaient isolés, ils ne se parlaient plus ou presque pendant un certain temps, surtout pendant le début de la pandémie, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à avoir beaucoup de gens qui communiquaient mal, beaucoup de gens qui se parlaient plus et surtout beaucoup de gens qui ne s'écoutaient plus. D'accord? On a 2 oreilles, une bouche, on devrait écouter, 2 fois plus qu'on parle. On a 2 oreilles puis une seule bouche. Bref, les gens ont arrêté d'écouter. Et le troisième phénomène, qui était en réalité le deuxième, parce que c'est arrivé en tout cas avant, c'est Trump. C'est j'aime pas dire son nom, mais bref, il faut le nommer. C'est cet homme qui a légitimisé de façon ouverte et publique des fois la haine, oui, mais plus largement que la haine, il a justifié le fait qu'on pouvait dire n'importe quoi et s'en sortir, ou que n'importe quelle absurdité pouvait devenir une vérité. D'accord? Et ça, quand c'est un homme, une personne à quelque part, c'est tel que tel. Mais quand c'est une personne qui a une position d'autorité, de pouvoir, de visibilité autant que cet homme-là en avait, et en a encore un peu aujourd'hui, ça ne peut que accroître. Exactement, puis faire plus gros. Quand tu as une personne
qui fait quelque chose. Tu sais, mettons, là, je sais pas moi, tu es dans une classe, là, puis le prof, je sais pas, il fait quelque chose, etc. Puis les enfants limitent. Mais les enfants, ils vont pas limiter comme il l'a fait. Ils vont aller plus loin. Ils vont faire plus. Ils vont... Bon, bien là, tu as quelqu'un qui a une position d'autorité, qui a une visibilité incroyable parce que c'est l'homme le plus puissant de la planète, en étant le premier ministre, le président des États-Unis, qui dit des affaires comme grab her by the pussy, qui s'en sort, qui devient le président des États-Unis et qui, à cause de ça, vient légitimiser toutes les autres personnes qui disent, ben là, je peux le faire, moi aussi, il le fait. C'est ça. Et là, c'est là qu'on s'est rendu avec des choses absurdes et des gens qui vont tellement plus loin dans leur... Parce que soudainement, tout a été légitimisé. Tu comprends? Tu peux dire que les Noirs, c'est des whatever. Tu peux le dire publiquement parce que là, tu as la visibilité pour le dire, la notoriété pour le dire, la plateforme pour le dire qui peut reach tellement de monde avec les réseaux sociaux. Tu as la légitimité de dire, je peux dire n'importe quoi, le président le fait, tu sais, puis dire des choses complètement absurdes, d'accord, des fois ça peut passer dans le beurre, mais des fois ça peut aussi avoir un impact incroyable. Puis des fois aussi, ces choses-là sont extrêmement haineuses, vont plus loin encore. Je pense que oui. Et ça devient un dialogue de sourds, parce que, je le répète, à cause des réseaux sociaux, les gens ne s'écoutent plus. T'sais, les gens ne s'écoutent plus et ils deviennent dans des espèces de chambres d'écho où ils se retrouvent à cause des algorithmes avec des gens qui leur ressemblent, qui pensent comme eux et qui, justement, ne sont pas habitués à argumenter parce qu'ils se retrouvent juste avec des gens qui pensent comme eux, fait qu'ils ont l'impression... Tu sais, tu fais un post sur, je sais pas moi, avec des mots en haine, puis les drag queens, ou n'importe quoi, n'importe quoi qui est complètement absurde, puis tu as 100 likes. Dans ta tête, toi, tu es comme, OK, c'est huge, là, il y a 100 personnes qui, ah, wow, c'est huge, etc. Mais en réalité, c'est pas si huge que ça, parce que les 100 personnes, c'est peut-être tout ton cercle d'amis que tu connais, puis qui vont aller liker, peut-être quand même pas lu, peut-être, premièrement, parce qu'ils connaissent, puis ils vont juste liker. On l'a tous fait. On l'a tous fait, liker quelqu'un que, je lis les 3 premières fois, je suis comme, ouais, c'est beau, like, je sais ce qu'il veut dire, puis je continue. Mais on n'a pas tout lu. Alors, c'est tout cet amalgame de choses-là qui font où on est rendu en ce moment, qui amènent où on est là. Il y a du positif dans tout ça, par contre, et ça, il faut se le rappeler, puis je vais y venir après, mais il reste que là, en ce moment, on s'est rendu tellement loin à cause de cette combinaison-là dangereuse, ce cercle vicieux-là, puis cette combinaison dangereuse-là de gens qui peuvent tout dire parce que Trump le fait, qui ont une visibilité pour le dire publiquement et largement, puis qui, en plus, le disent à des gens qui ne peuvent pas contre-argumenter parce que c'est tous des gens qui pensent comme eux. Et si bien que là, il se crée la pire chose, je pense, qui puisse arriver dans une société, et c'est une polarisation. Et ça, c'est drôle hein, parce qu'il y a beaucoup moi, j'écoute peu la télévision, mais il y a des séries que j'écoute, puis des fois, c'est des séries fantastiques, etc., où, tu sais, ça se passe dans des temps fantastiques, etc., puis il y a souvent des guerres ou des choses comme ça, ou des conflits, etc., puis cet élément-là de la polarisation est souvent ramené, souvent, subtilement, mais... Puis ce qui arrive quand une société est polarisée, c'est que tu es pour ou tu es contre et il n'y a plus de juste milieu. Parce que dès que tu essaies d'être dans le milieu, les gens qui sont contre, à qui tu amènes des arguments pour, tu sais, tu dis, ben là, va avec les pour, tu es avec les pour, mais tu es peut-être contre aussi certaines choses. Il y a peut-être des bonnes choses que les autres disent aussi. Puis les gens qui sont pour, puis si toi, tu es dans le milieu, tu te dis, ben là, écoutez, du côté des contre, ils disent des choses qui peuvent être intéressantes aussi. On peut-tu les écouter? Ben, les autres te disent, non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils créent cette polarisation-là où les gens ne se parlent plus parce que dès que quelqu'un essaie d'amener des arguments, ne serait-ce qu'un peu, tu sais, dans le milieu, là, ben, les deux ne l'écoutent plus, d'un bord ou comme l'autre. Et ça, c'est excessivement dangereux. Excessivement dangereux. Et il faut connaître notre histoire un peu pour reculer dans l'histoire, mais toutes les choses qui se sont passées dans l'histoire
sont arrivés un peu comme ça aussi. Tu sais, des fois, c'était un élément, mais des fois, c'était une combinaison de plusieurs éléments aussi qui, graduellement, parce que ça se passe très subtilement, ont mené à quelque chose de beaucoup plus gros et peut-être même à des conflits, voire des guerres, etc. Alors, c'est très, 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 très dangereux, je pense, ce qui se passe en ce moment. Par contre, il y a quand même du positif dans tout ça aussi, parce que effectivement, les réseaux sociaux ont leur aspect positif qui font en sorte que on peut aussi partager des beaux messages aussi. On a plus de reach pour partager des beaux messages. On a plus de reach pour partager, ne serait-ce que les activités qu'on veut proposer, etc., etc., etc. Ça a ce côté positif-là aussi. Mais c'est ça. En ce moment, il y a cette haine-là. Puis, tu sais, les drag queens, là, c'est pas nouveau. T'sais? Mais non. Exactement. Puis c'est absolument pas nouveau. Ça fait. Si ça avait dérangé tant que ça des gens, là, pourquoi, genre, ces gens-là se sont pas révoltés ou sortis dans la rue pour ça en 2006, 2007, 2008, quand RuPaul's Drag Race commençait, Ouais. tout ça, puis à faire ces dégueulasses qu'ils font, etc., etc. Pourquoi soudainement ça arrive là? Bien, à cause de cet amalgame. Puis aussi, je trouve aussi qu'il y a une ampleur énorme de la drag queen. Maintenant, les drag queens sont des célébrités, sont des stars, c'est des gens qui ont des contrats. Puis je pense que aussi ça dérange aussi les personnes qui se disent comme pourquoi eux et pas moi, genre comme eux, c'est des personnes gays, c'est des personnes trucs. Parce que la majorité des gens pensent que quand c'est des personnes hétéro-cis, ils sont meilleurs que les personnes gays. Donc, ce qui fait qu'il y a ce sentiment de supériorité qui se disent comme « Oh, they don't belong ». Ouais. Genre, ils ne méritent pas leur plateforme qu'ils ont. C'est ce qui amène les haters. Puis, comme tu l'as dit aussi, Trump a ouvert une porte. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde maintenant peut se permettre de dire des choses qu'autrefois ils disaient entre eux dans des portes fermées. C'est ça. Exact. Puis tout le monde peut créer n'importe quel faux profil, aller dire de la haine, aller dire du n'importe quoi, sans pour autant même aller s'éduquer ou aller trouver des genre comme je dirais que c'est comme du tam-tam, ça genre comme auparavant quand on tapait comme les tam-tam et que genre comme c'est qu'on communiquait comme ça sans pour même aller se dire. Je pense que c'est important qu'en 2023 ce que tu fais, c'est de montrer que oui, je suis différente et que j'ai pas de limite et qu'il ne devrait pas y avoir de limite d'être qui je suis et d'exprimer parce que at the end of the day, tu fais de mal à personne. Non. Mais il faut quand même aussi, tu sais, moi, je suis d'avis qu'un dialogue, quand il y a dialogue, c'est deux personnes. Hein? Il y a deux côtés, où il y a bon, etc. Dialoguer tout seul, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Bon, exactement. Et malheureusement, c'est un peu ça qui se passe justement à cause des réseaux sociaux, c'est que c'est souvent des monologues parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mais dialoguer, techniquement, c'est que tu as deux personnes qui, à la fois, parlent et écoutent. D'accord? Et autant, oui, il y a une personne qui doit dire, ben oui, mais regarde, moi, ce que je te dis, il faut que... Moi, je te dis quelque chose. Tu sais, exemple, ben moi, je suis de même, je suis comme ça, tu devrais m'accepter comme je suis. D'accord? Mais il faut aussi prendre en considération l'autre personne où elle est également. Tu sais? Puis ça se peut que cette personne-là ne soit peut-être pas mal intentionnée. Puis une immense majorité des gens ne le sont pas. Il faut se le rappeler, ça aussi. Cette personne-là est peut-être pas mal intentionnée, mais elle n'est peut-être pas habituée à ça non plus. D'accord? Alors, d'arriver et de dire « faut que tu m'acceptes », faut de rentrer avec, tu sais, comme avec force, un réflexe normal et naturel et presque animal, là, c'est de se fermer, de se bloquer. Parce qu'il y a quelque chose qui vient attaquer. Alors, il faut faire attention à ça en disant, tu sais, le discours de comme we're here, we're queer, get used to it. Il faut que ça soit plus subtil que ça. Il faut dire, je suis comme ça, mais je peux comprendre pourquoi tu as de la difficulté avec ça. Laisse-moi t'en parler. Toi, prends en considération, moi, mon parcours à moi, ma situation à moi. Ouvre-toi un peu.
Puis, en bout de ligne, on va peut-être être capable de se rapprocher légèrement. Ça ne veut pas dire qu'on va être sur la même opinion. Ça ne veut pas dire que tu vas venir voir des shows de drague, puis ça va pas dire que tu vas aimer les shows de drague. Peut-être pas. Peut-être que oui, tant mieux. Mais ça va peut-être dire aussi que tu vas faire comme, OK, je comprends un peu plus qu'est-ce que tu fais. Moi, je comprends un peu plus pourquoi tu avais ce malaise-là. Il vient de où, ce malaise-là? Il vient de, je ne sais pas, est-ce qu'il vient du fait que toi, tu n'es peut-être pas à l'aise dans ta peau aussi? Ou que tu as peut-être des idées préconçues de ce que ça peut être réellement, d'accord? Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec cette liberté-là aussi que permet la drague dans l'expression puis tout ça. Tu n'es peut-être pas à l'aise non plus avec la liberté que permet, je sais pas moi, la liberté que prennent les gays, par exemple. Il y a une liberté sexuelle aussi dans la communauté gay aussi. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ça. Bien, moi, je vais essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas à l'aise, de t'expliquer mon parcours, mon cheminement, en écoutant le tien aussi. Et là, on va être capable de se rapprocher. Tu comprends? Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va être de même opinion, on va être capable de se rapprocher. Puis surtout, il va y avoir l'élément de respect qui va s'intégrer, qui va amener dans la conversation. Je vais être capable de respecter qui tu es. Tu vas être capable de respecter qui je suis, même si on ne s'aime pas. Parce qu'on ne faut pas aimer, on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Tu as le droit de ne pas aimer la drague. J'ai le droit de ne pas aimer la lutte. Ton style. Exact. Bon. Mais je suis capable de respecter et de comprendre. Et pour ça, il faut avoir pris le temps. Et c'est justement le gros problème, c'est que à cause de tout ce qui se passe en ce moment, je l'ai dit, l'espèce de 3 trilogies du mal que j'ai nommé. Quand on combine ça avec le fait que les gens ne prennent plus le temps, ça va excessivement vite, ça va tellement, tellement vite, bien, on n'est plus capable d'avoir cette note, prendre le temps là pour être capable de s'écouter, de se parler, puis de se respecter. Tu comprends? Oui, je comprends. Puis c'est très important ce que tu viens de dire parce que je m'identifie énormément par rapport à cela. Parce que moi, quand j'ai fait mon coming out, je viens d'une famille musulmane. Puis j'ai grandi en Afrique. Puis quand j'ai fait mon coming out, ça ne passait pas. Mais j'avais la possibilité de me mettre à leur place parce que c'est des personnes j'ai grandi dans cette société-là où on a été vraiment comme conçu dans cette idéologie-là de religion, de coutume, qui fait que c'est vrai qu'ils auront du mal à accepter cela parce que ça prend du temps. Exactement. Mon Dieu, tu n'aurais pas pu mieux le dire, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés, c'est pas parce qu'ils veulent que tu sois malheureuse, c'est parce qu'ils se disent, c'est parce que c'est comme ça qu'ils ont été affectés. Il faut laisser le temps aussi et y aller petit peu par petit peu aussi. Et il faut aussi, nous, mettre de l'eau dans notre vin, par contre. Tu sais, moi, là, regarde comment je suis présenté ici, là. Tu sais, je veux dire, quand je fais des apparitions publiques, j'ai changé mon style aussi pour que ce soit un peu plus accessible à tout le monde. Je fais plus des choses aussi provocatrices que je le faisais quand j'étais jeune drag queen puis que je voulais provoquer. C'est correct que les gens le fassent pour s'exprimer, puis je comprends, mais il faut se rappeler aussi que quand tu fais ça, ça va peut-être choquer des personnes. Oui. Et il faut que tu sois prêt à assumer le fait qu'il y a peut-être des personnes qui ne seront pas à l'aise avec ça. Pas parce qu'elles t'aiment pas parce qu'elles te respectent pas, mais parce que là, tu viens de rentrer comme, une brique, là, hein? Comme une tonne de briques. Alors, peut-être qu'on a une adaptation à faire aussi, nous, pour, je ne vais pas dire mainstreamiser notre art de la drague. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire le rendre accessible pour des personnes qui sont moins habituées ou se rappeler aussi qu'il y a des personnes qui sont moins habituées avec ça et qui découvrent encore ça aussi. C'est ça que je veux dire. Le main problème, c'est vraiment la sexualisation de la drague parce que je disais à un ami que les shows qu'on fait dans un bar et les shows, je pense que chaque personne de nous est assez intelligente pour adapter sa drague par rapport à là où on est. Genre comme, c'est pas grand-chose. Les bars, elle est accessible aux personnes de plus de 18 ans. Exact. Voilà. Donc, on a l'habitude de faire des shows dans le village. Donc, c'est des shows dans le village, dans la rue, qui sont quand même très différents de ce qu'on fait dans le bar. Puis, c'est une expression de choix. Je pense que chacun est libre d'interpréter sa drague comme il le fait. C'est comme dans le cirque, c'est comme dans d'autres choses, genre dans la vie. Mais il faut se rappeler aussi qui est là.
Donc, il faut être capable nous-mêmes de l'adapter. Tu ne peux pas dire, ben ça, c'est mon style de drague, voici, je l'amène partout où je vais. Il y a des fois où ça ne sera pas approprié. Fait que toi, tu as un travail à faire pour toi en dire, est-ce que tu choisis de t'adapter puis de modifier ce que tu fais et ce que tu présentes, ou de dire, ben non, c'est pas pour moi. Moi, tu sais, ma drague est trop sexualisée pour ça. Ce qui est correct aussi. C'est un style de drague aussi. Moi, j'en vois des styles de drague, tout ça aussi. Et c'est très correct. Mais il faut être capable, dans ce temps-là, de dire, ben tu vas peut-être te faire offrir un contrat à 500$, mais malheureusement, si ça ne fit pas avec toi, accepte-le pas. Exact. Parce que tu vas nuire à la cause des dragues aussi. Tu vas te ramasser dans un drag brunch avec la snatch à l'air ou les gros totons immenses devant des enfants qui, eux, ne comprendront pas. Il va y avoir des photos qui vont être prises, des vidéos, puis là, tu nuis à tout le monde, à tout ce qu'on essaie de faire. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, je dis qu'on est ambassadrice. Moi, je suis ambassadrice du fait de ma couleur. Je suis ambassadrice aussi du fait que je suis une personne trans. Exact. Donc, ce qui fait que ce qu'on fait, l'opinion publique, c'est très important parce que les gens, ils attendent juste un faux pas ou ils attendent plus que quelque chose qui ne marche pas pour pouvoir comme dire « Ah, on pointe du doigt, c'est ça. » C'est ça, puis l'an 2, « Oh, les dragues, c'est comme ça. » Mais genre comme... Tu sais, avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. Avant, on était dans notre safe space. Puis les gens qui venaient voir le spectacle s'attendaient à ça. Puis tu sais, j'en ai vu là, des affaires. Trash, là. J'en ai vu. Là. Moi-même, là, j'ai montré des parties de mon corps sur scène là, que je ne montrerai plus jamais aujourd'hui. Alors, bref, je veux dire, c'était ça. Mais là, ça s'est déghettoisé, ça a sorti. Et ça vient avec un lot de responsabilité aussi. Puis ça, il faut en être conscient. Exactement comme tu viens de dire, tu es consciente que tu es ambassadrice aussi. Et que donc, ça vient avec son lot de responsabilités. Responsabilité de l'image qu'on projette, responsabilité de ce qu'on dit, des choses qu'on évoque et des messages qu'on envoie, du reach qu'on a. Faut prendre ça en considération et garder ça en considération parce que sinon, ben c'est ça. Ça va aller mal. Mais l'aspect positif aussi que tu as soulevé au niveau des réseaux sociaux, genre comme moi, par exemple, le fait que j'étais en Afrique, j'ai vraiment eu comme cette American Dream que j'avais à cause des réseaux sociaux parce que ça m'a permis comme mon ouverture d'esprit parce que j'étais pas juste comme dans mon coin ou genre comme je suivais les gens comme par rapport à leur coutume ou whatever. Les réseaux sociaux, l'Internet m'ont permis, moi, d'aller trouver peut-être des gens comme qui faisaient des choses que je faisais, des gens que je m'identifiais, ce qui fait que... Ça, excuse-moi, je t'interromps, mais ça, c'est comme ça aussi. Ça passe beaucoup par la télé, par les réseaux sociaux de nos jours aussi. Mais moi, c'était la télé. Moi, je me souviens, à 16 ans, j'écoutais une émission qui s'appelait Queer as Folk. Et Queer as Folk, qui était une émission britannique, puis il y avait une version américaine aussi. Puis je me souviens que dans la version britannique que j'écoutais, le gars fêtait son 16e anniversaire. Puis, il était genre, on s'entend, c'est une série là, fiction, on s'entend, là, mais il était dans les bars, et il allait partout, et il baisait à gauche et à droite et tout ça. Puis là, j'ai fait, attends, moi, j'ai 16 ans, là, genre, je suis chez nous, là, je suis dans le sous-sol de chez ma mère, puis tout ça, puis je suis pas out ou peu. Tu sais, ça m'a vraiment fait un déclic pour faire, OK, ça se peut, ça. Évidemment, c'était une fiction, of course, mais il faut... la série avait aussi cette responsabilité-là sur les épaules de dire il y a peut-être des jeunes gays qui vont regarder cette émission-là, qui vont s'identifier puis vouloir s'identifier aux personnages qui sont là-dedans. Fait il y a cette responsabilité-là. À l'époque, c'était justement l'émission, mais là, c'est nous. C'est toi. Tu disais tantôt que tu me voyais un peu quand tu as commencé aussi, tu vois, mais il y a plusieurs personnes qui, dans quelques années, ce sera toi qui vont voir puis qui vont faire comme des jeunes trans qui vont faire comme OK, je peux avoir un podcast, je peux faire ci, je peux faire exactement, je peux avoir ma ligne de cosmétiques, je peux avoir, etc., etc. Puis je trouvais que c'était vraiment important parce que nombreux des personnes noires, trans ou gays se cachent, mènent une double vie. Il y a personne qui ose, puis on n'a pas comme de référence, malheureusement. Puis, je pense qu'à the end of the day, quelqu'un doit se mouiller. Puis, Oui, mais en même temps, je me permettrais de dire qu'il y en a des références, par contre. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a des références, mais c'est vrai que des fois, il faut fouiller un peu plus. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller... Avec les réseaux sociaux, ça aide, par contre, parce que ça permet à ces jeunes-là d'aller suivre Peppermint, une autre femme trans, drag queen aussi, qui advocate beaucoup pour le droit des trans aussi, les droits des trans, etc.
il faut juste aller les chercher aussi. Mais tu sais, quand on recule aussi, Grace Jones faisait beaucoup ça aussi, tu sais. Elle était dans son style, dans son... etc. Puis elle advocate aussi pour les droits des personnes marginalisées, peu importe que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, ou juste le look, etc. Elle-même le faisait largement avant aussi, tu sais. Fait qu'il faut faire attention quand on dit que il n'y a personne qui fait. Non, il faut aussi fouiller, il faut aussi aller chercher pour trouver ces personnes-là, puis s'éduquer, puis s'intéresser à ces personnes-là et connaître notre histoire aussi. Tu sais, faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant nous, ça aussi. Mais il faut aller les trouver, il faut aller les chercher, etc. Oui, je parlais plus comme moi de mon expérience en étant en Afrique, vu que c'est vraiment comme, c'est criminalisé Mais et oui, tout cela. absolument. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a personne qui n'ose se montrer visible. Donc, ce qui fait que moi, j'avais pas comme cet aspect-là, genre comme de m'identifier à quelqu'un qui vient de chez moi. Mais les réseaux sociaux m'ont permis de le faire. Genre comme quand j'avais 14 ans, on me posait la question comme qui tu veux devenir? Je disais, je voulais devenir Beyoncé. Parce que c'était cette femme noire forte qui a réussi dans le monde américain et puis qui mettait en valeur, qui présentait des valeurs qui me rejoignaient beaucoup à ce moment-là, qui dit que j'aspire à être cette femme-là. Puis je trouve que c'est vraiment important. Il y a aussi le clash où beaucoup de personnes drag, dans la communauté drag, disent comme the internet queens, the social media queens and the club queens. Puis je pense que on peut pas faire de la... Maintenant, en 2023, on n'a pas le choix de combiner les deux. Absolument. Parce que, genre, comme c'est important comme de se faire voir, c'est important aussi de faire attention à ce qu'on poste, les messages qu'on véhicule à travers notre art, à travers même de comment on s'habille, de comment on se présente dans le public, même mis à part en étant drague, genre comme c'est comme ça que la communauté marche. Tu peux pas te présenter devant des gens n'importe comment et dire ce que tu veux au nom de la liberté. Donc, je pense que aussi c'est important que les gens comme soignent leur image. Puis, on est tellement comme pointé du doigt que il faut vraiment comme en prendre compte avant de se lancer dans le truc parce que c'est pas toi. C'est toute une communauté. C'est ça, exactement. Parce que les gens, comme, ils vont dire, oh, les trans, parce qu'ils ont rencontré une trans, ils vont dire, oh, les trans sont comme ça. C'est ça, parce qu'ils ont rencontré une personne. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Je trouve... Oui, on a cette responsabilité-là, tu sais. On nous donne un peu des pouvoirs, des super pouvoirs, puis ça vient avec des super responsabilités. Voilà. Et comment toi, tu t'es senti comme quand la vague de haine a commencé? Quand la vague de haine a commencé sur les réseaux sociaux et qui se disait « Oh, Barbara, les jeux de corps, non, elle ne doit plus faire ça. » Comment tu t'es senti et quelle position tu as pris sur le coup? Ben mon Dieu, moi, c'était business as usual parce que l'heure du compte, on l'a fait. Je suis arrivé, en fait... moi, je me suis senti comme je garde... mon Dieu, c'est difficile à décrire parce que pour moi, c'était pas... Tu sais, les gens en entendaient parler beaucoup, c'est vrai, mais moi, ça venait pas toujours tout à moi, là. Tu sais, au contraire, je veux dire, c'était... Je sais pas, ça a passé... je ne vais pas dire comme une lettre à la poste, là, c'est exagéré, mais c'était pas gros comme ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux parce que tu sais, quand tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que la personne... Tu sais, quand il y a des articles qui sont faits sur moi, puis etc., puis tu vois le nom Barbara, ça veut pas... C'est pas moi qui l'ai écrit, cet article-là. Fait que c'est pas moi qui l'a... Tu sais, je suis pas conscient qu'il y a cet article-là. Peut-être que toi, oui, mais moi, j'en suis pas conscient nécessairement. Puis je peux pas suivre tout ce qui s'est dit, puis tout ce qui se fait, puis tout ce qui s'écrit. Fait que je peux pas dire que je réalisais l'ampleur de ça réellement. Avec un peu de recul maintenant, je commence à comprendre que, wow, OK, c'était gros, effectivement. Le Québec presque tout entier. Puis surtout quand ça s'est rendu à l'Assemblée nationale aussi et tout ça. Là, j'ai vraiment fait comme, wow, OK, on est là, on est là. Mais, justement, ça m'a encouragé énormément parce que l'Assemblée nationale qui, écoute, ça, c'est à l'unanimité qui vote une motion pour dénoncer cette haine-là, dire que notre art, c'est un art qui est valide, qui est valable et qui devrait être... Bon, moi, je suis comme,
OK, wow! J'étais extrêmement fier d'être Québécois et Québécois cette journée-là. J'étais vraiment fier, vraiment, vraiment fier de où on était puis de voir. Bien sûr, je répète, à cause de ce trio-là, il y a des gens qui parlent fort, qui se permettent de dire ce qu'ils veulent puis qui ont la visibilité pour le faire, mais ça reste une minorité. Et ça, il faut s'en rappeler. Il faut essayer de focusser sur le positif. C'est triste, par contre, parce que jusqu'à un certain point, à un moment donné, je m'étais fait le devoir d'essayer d'éduquer. Et il y a à un moment donné un tournant où j'ai fait, mais là, je pense que je ne peux plus rien faire pour vous. Je veux dire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Puis quand j'ai fait, tout le monde en parle. Là, ça fait un mois là, de ça, puis les gens m'en parlent encore. Puis je suis comme, OK, ça a vraiment eu un impact. Là, je pense que les gens ont vraiment écouté cette entrevue-là. Quand j'ai fait, tout le monde en parle et que j'ai fini l'entrevue, pendant la pause publicitaire, ma mère était juste derrière moi dans le public avec mon conjoint. Puis elle m'a dit, bon, tu sais quoi, là, s'ils ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. Puis là, j'ai dit, OK, tu sais quoi, je pense que tu as raison. J'ai fait ce que je pouvais faire en termes d'éducation, en termes de passer le message. Si vous ne comprenez pas, malheureusement, il n'y a plus rien que je peux faire pour vous. Puis c'est plate parce que c'est un peu à l'encontre de ce que je veux, d'éduquer, de parler, etc., etc. Mais je ne peux pas parler à quelqu'un qui n'écoute pas. Et qui ne veut pas comprendre. Et qui ne veut pas écouter. Je peux pas. C'est une perte de temps pour moi, c'est une perte de temps pour tout le monde. D'énergie. Et d'énergie. Alors, je vais focuser sur les gens, l'immense majorité de gens qui comprennent, qui veulent écouter, qui veulent apprendre, qui ont le droit de ne pas aimer, mais qui respectent ça. Et bien, à un moment donné, je vais focuser là-dessus puis continuer à faire mes choses parce que il y en a des choses. Oui, puis il y en a beaucoup à faire. Oui, puis genre comme de par ton discours, je pense que c'est vraiment comme un appel à la tolérance. Genre comme on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un, mais on respecte parce que at the end of the day, on est tous des humains. Exact. Puis on a tous le droit au bonheur, puis on a tous le droit de faire ce qu'on veut et de vivre de notre art. Exactement, exactement. Puis je veux dire, tout le monde a ce besoin-là de se sentir aimé, de se sentir accepté, de sentir qu'ils font une différence dans la société, dans la vie de tous les jours, pour d'autres personnes, puis de se sentir aimé. Je veux dire, on a tous les mêmes besoins à la base parce qu'on est tous humains. Oui, ça passe par des véhicules différents, d'accord? Ton bonheur, tu vas peut-être le trouver par un changement d'identité au niveau de ton genre. Tu vas peut-être le trouver par... mais en bout de ligne, les différences sont en bout de ligne, les différences sont vraiment pas si grandes que ça. Puis arrêtons de focuser sur les différences. Focusons sur les choses qui sont pareilles pour se rappeler qu'il y a bien des choses qui sont pareilles finalement. Puis que les différences sont minimes. Puis quand je fais des conférences là, dans les écoles secondaires, c'est la première diapositive que je montre. Je montre 35 points orange, puis un point vert sur un tableau. Puis je leur dis, êtes-vous capable de me décrire ce que vous voyez là rapidement à quelqu'un qui ne serait pas ici, puis qui, les gens disent exactement ce que je viens de dire, parce que ça va vite. 35 points orange, un point vert. Tu sais, il y a plein de points orange, puis un point vert. Et là, réalisez-vous que le point vert, là, vous y avez accordé autant d'importance que tous les points orange. Il y en a beaucoup des points orange pourtant, mais vous avez accordé autant d'importance parce que vous avez dit 35 points orange, 3 mots, un point vert. La moitié de votre description a été utilisée, la moitié des mots que vous avez dit ont servi à décrire le point vert. Alors que si vous aviez pris le temps d'accorder à chaque point orange son importance, tu aurais dit, bien, il y a un point orange, plus 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 un point orange, un point orange, plus un point orange. Ça aurait été long. Ça aurait été beaucoup plus long, c'est vrai. Oui. Mais... Puis plus un point vert, plus un point orange. Ça aurait été très long. Les gens auraient fait, OK, c'est vraiment long, il y en a beaucoup de points orange. Et ils auraient réalisé qu'il y en avait beaucoup de points orange. C'est la même chose quand tu discutes avec quelqu'un. Tu sais, souvent, quelqu'un qui te paraît différent de plein de façons. Là. Ça peut être la couleur de peau, ça peut être la langue, ça peut être l'identité de genre, ça peut être whatever. Là. En bout de ligne, là, on peut-tu prendre un pas de recul, prendre le temps de faire comme,
Ouais, mais qu'est-ce qu'on a en commun finalement? Ah, ben, on veut être aimé. T'es-tu en amour? Oui, moi aussi, je suis en amour. Ah, ben, c'est le fun, on aime ça être en amour. Pourquoi? Parce qu'on aime ça, qu'on aime ça se coller. On aime ça, etc., etc., etc. Ah, toi, t'es en amour avec un homme? Ah, ben, moi, je suis en amour avec une femme. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends parfaitement. Toi, tu es en amour avec quelqu'un du sexe opposé, moi, je suis en amour avec quelqu'un. OK, mais ça, c'est le point vert. Mais si on a pris le temps de tout énumérer les points oranges avant, on fait comme finalement, le point vert, c'est minime, là. C'est ça. Parce qu'on réalise qu'on a plein de. Tu sais, quand on focus sur le point vert, c'est facile de tomber dans le mon Dieu, on est bien différents, ça n'a pas de bon sens. Mais quand on prend le temps de faire comme, mais tu sais, toi, en tant que personne trans, là, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes... OK, toi, ça passe par un changement d'identité de genre? OK, mais réalises-tu que c'est la même chose que tout le reste était pareil? Il y a tellement de choses qu'on a en commun. Prenons le temps de s'en parler de ces choses en commun-là pour finalement réaliser qu'on n'est pas si différents que ça. Comme tu l'as souligné tantôt, on est très chanceux ici au Canada. Moi, je suis très chanceuse d'être là parce que l'ouverture d'esprit est vraiment là. Puis les gens s'acceptent, puis les gens se soutiennent, puis les gens se comprennent. Genre comme, j'ai quand même beaucoup bougé, j'ai quand même beaucoup voyagé, mais genre comme, c'est la première fois que je suis quelque part et que je me sens chez moi. Et ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est ces valeurs-là qu'on a ici au Québec que les gens doivent vraiment beaucoup plus travailler sur cela que sur des futilités. Et que, oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont déranger, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas parce que on ne l'a pas vécu, que ça fait pas partie de comment on a grandi ou whatever. Mais je pense que c'est important d'aller s'éduquer avant d'émettre un jugement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent de juger maintenant, les gens sans même les connaître, de poser comme... Ça revient aux 3 mots. Prendre le temps. Prenez le temps. C'est exactement ça. Puis ça, c'est les 3 mots que j'ai répétés les plus souvent en 2022 et en 2023 à date. C'est prenez le temps. Faites juste prendre le temps de comprendre, prendre le temps de parler avec quelqu'un qui en fait, prendre le temps d'écouter. Puis voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Barbada. Merci. Ça m'a fait formidable. énormément plaisir de te recevoir. Vraiment. Puis, je te remercie pour tout ce que tu fais, parce que tu ne le fais pas pour toi seul, mais tu le fais pour nous toutes. Puis, je suis vraiment comme heureuse de voir qu'une personne dans la communauté LGBTQ noire et à l'écran prône la diversité, prône l'inclusion, prône un message. Je pense que toi-même, tu le réalises pas, mais c'est énorme ce que tu fais. Puis, genre, comme quand je te vois faire des émissions, je suis genre comme, yes, queen, on aime ça, on veut de la visibilité. We need more black people on the screen. We need more black people achieve their dream. Donc, merci beaucoup pour cela. Merci. Puis, est-ce que tu avais un mot de fin pour les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Prenez le temps. Prenez le temps, c'est tout. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'écouter le podcast extraordinaire de Miss Dupré. Puis vraiment, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on te verra plus dans d'autres choses à travers le monde. Can't wait. Je l'espère aussi. Merci. Merci beaucoup, mes vies. Donc, ça a été vraiment amazing et inspirant l'émission aujourd'hui que j'ai fait avec Barbada. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir des notifications à chacune de mes vidéos et de vous abonner aussi à la chaîne. Sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, vivez votre vérité, puis je vous envoie plein de love. Bye!